L'Afrique, on le sait, regorge de matières premières et de minerais de toutes sortes, en plus des hydrocarbures. L'Afrique de l'Ouest, par exemple, est l'un des principaux réservoirs de pétrole et de gaz. Elle détient le tiers des réserves du continent. Seulement, voilà. Malgré les richesses dans son sous-sol, cette région, à l'instar du reste du continent, demeure parmi les moins développées au monde. Comment est-ce possible ? Un moyen de remédier à ce paradoxe serait pour l'Afrique d'apprendre à mieux utiliser les outils de la finance internationale, afin d'accélérer sa croissance et peut-être parvenir, enfin, à émerger. Car le trop petit nombre de traders africains sur les marchés à terme, où sont négociées les matières premières, mondialement, ne lui permet pas de renverser les termes de l'échange en sa faveur, tandis que le manque d'expertise financière sur des marchés financiers où l'Afrique reste spectatrice, alors que les outils pour mieux mettre en valeur ses richesses naturelles existent, fait qu'elle continue d'être pillée. Pour discuter de toutes ces questions, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mostafa Belrayat, un professionnel marocain de l'investissement boursier et expert en négoce international des matières premières, notamment l'or, le blé, le café et le cacao. Fils de coopérant, il a passé toute son enfance à Dakar. Après une maîtrise en mathématiques obtenue à Nanterre, il remporte en 1999 le premier championnat du monde de trading online organisé par l'Association des traders de Genève et aussitôt recruté par Michael Jackson. 10 ans plus tard, il reçoit le trophée or du meilleur analyste technique et graphique lors du salon AT à Paris. En 2012, il conseille la banque Edmond de Rothschild du Luxembourg pour structurer son propre fonds en or physique et remporte la même année la compétition internationale des algorithmes de trading à Los Angeles pour son système automatique de trading qui obtient un rendement de 120% par an sans aucune intervention humaine. Devenu PDG de Springbox, une société de recherche et développement de l'intelligence artificielle appliquée au trading des matières premières, qu'il a fondée en 2016, il se consacre aujourd'hui à la formation de la jeunesse marocaine et africaine dans les universités et sur les réseaux sociaux. Mostafa Belrayat, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de passage à Paris, mais je ne peux malheureusement pas vous recevoir encore en studio, même si le président Macron nous a annoncé dimanche soir que l'ensemble de l'Hexagone passait au vert à compter de ce 15 juin. Les voyages en dehors de la zone Europe devront néanmoins encore attendre jusqu'au 1er juillet. Mais dites-moi, ça a été facile pour vous de voyager depuis Marrakech où vous résidez pour venir nous rejoindre à Paris ? En fait, moi j'étais venu le 10 mars parce que c'était l'anniversaire de mon fiston qui vit en France. Et en fait, ça lui a fait un gros cadeau d'anniversaire puisque je suis resté plus de 3 mois confiné. Effectivement. Il doit être très heureux d'avoir son papa. Alors, voilà. Première question d'actualité, et elle est moins réjouissante. Au vu des manifestations antiracistes aux États-Unis pour dénoncer le meurtre de George Floyd et ce week-end à nouveau à Atlanta, la mort d'un autre noir américain tué par des policiers, je relève que vous avez conseillé Michael Jackson lui-même sur ses investissements en yens japonais. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus de votre relation avec cette grande star, mais aussi avec l'Amérique? Écoutez, c'est un tournant de ma vie en fait. C'était en 1999 et c'était le tout début d'Internet. Et l'association des traders de Genève avait organisé la première compétition internationale de trading. Et là, quand j'ai eu la chance en fait de remporter cette compétition, son conseiller qui s'occupait de l'Afrique était sur place et m'a passé le téléphone et il m'a dit: il y a quelqu'un qui veut te parler. Et immédiatement, j'ai reconnu la voix de Michael Jackson. Voilà. Et il m'a invité à venir le rencontrer, à vivre même là-bas, à Los Angeles, et à réfléchir sur ce qu'on pourrait faire en Afrique, parce qu'il se sentait réellement très concerné par l'Afrique. Il se sentait africain, et il a fait une tournée carrément dans toute l'Afrique pour essayer de trouver des opportunités pour aider, en fait, l'Afrique à sa façon. Mais je vous rappelle que Michael Jackson, que Dieu ait son âme, c'est d'abord un artiste, c'est pas un homme d'affaires.
Donc, il a voulu venir, il a voulu aider l'Afrique avec le cœur. Et voilà, donc c'est aujourd'hui l'occasion de lui rendre hommage. Voilà. Tout à fait. Et est-ce que ça vous avait déjà frappé à l'époque, quand vous viviez aux États-Unis, cette espèce de, comment dirais-je, de racisme d'État en quelque sorte? Oui, c'est vrai que ça existe vraiment aux États-Unis. C'est très surprenant, en fait, quand on est aux États-Unis et qu'on se rend compte que c'est encore présent. Et surtout, la population est très sensible à ça. Donc, j'espère qu'un jour, il n'y aura plus de racisme nulle part, en fait. Voilà. Bien sûr, on le souhaite tous. Alors, on a bien compris à travers votre expertise, mais aussi votre engagement, que apprendre aux jeunes Africains à mieux appréhender les outils de trading, c'est la clé pour qu'ils apprennent à mieux mettre en valeur les richesses du continent. Et du coup, sans doute, faire rentrer plus d'argent dans les caisses des États africains. Mais n'y a-t-il pas en amont un problème majeur de goût pour la culture financière, qui est beaucoup plus développée en Afrique anglophone qu'en Afrique francophone? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on doit se concentrer pour enseigner l'analyse technique et graphique dès la seconde en Afrique, et également l'intelligence artificielle en Afrique. Je trouve que c'est quelque chose de très important, et l'Afrique pourrait être le premier continent à enseigner ces deux matières dès la seconde. En fait, pourquoi? Parce que l'analyse technique et graphique, contrairement à ce qu'on a toujours pensé, elle est liée à une image de mathématiques et de grandes écoles polytechniques et autres. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, l'analyse technique et graphique est tout à fait à la portée des enfants de 14 ans et de 15 ans, puisqu'on peut la formater en un jeu vidéo et on n'a pas besoin d'avoir des informations très sophistiquées, etc., pour pouvoir intervenir sur les marchés boursiers. Ça, c'est un point. Et un second point, c'est qu'on se rend compte que l'intelligence artificielle est tout à fait à la portée des enfants de 12 à 13 ans. Et même en France, ici, il y a eu des expériences où on a été très surpris de voir la facilité avec laquelle les enfants peuvent intégrer l'intelligence artificielle et jouer avec. Voilà. Donc, moi, je suis très... comment dire, j'encourage l'Afrique à se lancer dans l'enseignement de ces deux matières dès le jeune âge. D'accord. Mais vous ne répondez pas à ma question. Vous et moi, on sait très bien qu'il y a une très nette différence entre l'Afrique anglophone, où, si vous voulez, la bourse à laquelle vous faisiez allusion, ça fait partie de la vie de tous les jours. Les gens achètent des actions comme on achèterait, je sais pas moi, on ouvrirait des comptes en banque style livret A dans l'Afrique francophone, alors que cette culture boursière n'existe quasiment pas en Afrique francophone. C'était ça le sens de ma question, et je sais bien que vous avez plus de 150 000 étudiants qui suivent votre enseignement sur les réseaux sociaux. Néanmoins, là encore, vous allez avoir des étudiants venant d'Afrique anglophone et des étudiants venant d'Afrique francophone. Est-ce que vous ne sentez pas un bagage qui est plus important pour les anglophones, moins important pour les francophones qui, du coup, accusent un retard, et surtout un intérêt? Écoutez, je comprends votre question. En fait, le fait que ce soit francophone ou anglophone n'est pas là le vrai problème, parce que dans toute l'Afrique, il y a un manque d'éducation au sujet du trading, au sujet de l'intervention sur les marchés boursiers. Et pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas un enseignement, il n'y a pas d'école qui va former des traders professionnels, par exemple. Dans toute l'Afrique, il n'y a pas une université qui prépare, par exemple, à des masters d'intelligence artificielle appliqués au trading. Et je suis là, j'essaie de bouger avec mes réseaux, avec ceux qui me suivent, pour les motiver, leur montrer que c'est tout à fait c'est tout à fait possible qu'ils puissent apprendre à intervenir et à être des champions, pas simplement juste intervenir. Parce qu'en Afrique, il y a des études qui ont prouvé qu'il y a des mathématiciens doués. Les Africains sont doués en mathématiques, sont doués dans la programmation. Et donc, il faudrait qu'ils réalisent qu'ils peuvent aujourd'hui, c'est leur chance, que grâce à Internet, le monde peut venir à l'Afrique et non l'inverse. Donc, on veut développer ce type d'éducation dans les grandes écoles et dans les écoles publiques et privées, que ce soit dans les pays africains francophones ou anglophones. Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence
aujourd'hui parce que le niveau qu'ils doivent atteindre est déjà aujourd'hui très élevé. D'accord. Alors, vous-même, vous pouvez vous prévaloir d'une formule que vous avez développée, et cette formule permet de prédire mathématiquement le cours des matières premières. Alors, je sais que vous brûlez de me l'expliquer, mais avant que nous n'abordions schéma par schéma, répondez d'abord à cette question, si vous le voulez bien. Je me demandais quand même si, en cette période de pandémie au Covid-19, où l'économie mondiale est à l'arrêt, et encore plus les économies africaines, puisque la plus grande partie est informelle, on y reviendra. Donc je me demandais si c'est vraiment le moment de songer à s'enrichir en faisant du trading, ou s'il n'y a pas d'autres urgences. Écoutez, vous allez me faire sourire, parce que là, il y a un choc de culture entre la culture en France et en Europe, où toujours quand on va gagner de l'argent, on va s'enrichir, on se pose toujours la question de la morale. Ça, c'est un point. Mais aux États-Unis, on ne réfléchit pas comme ça. Et moi, je vais vous répondre en soulevant 3 points ici. Le premier point, c'est que déjà, intervenir sur les marchés boursiers, c'est d'abord pour l'Afrique développer son autonomie financière. Ça, c'est quand même très important. Je suis d'accord avec vous. Je suis aussi de culture anglo-saxonne. Bon, mais la deuxième chose, c'est que intervenir sur les marchés, tel que je suis en train de l'enseigner, c'est pas forcément pour aller gagner tout de suite de l'argent, mais c'est pour développer un métier qui n'existe pas en Afrique, qui consiste à être prévisionniste. Vous savez, au Canada, il y a des personnes qui se présentent comme étant prévisionnistes, mais ça n'existe pas en Afrique. Et prévisionniste, permettez-moi d'expliquer de quoi il s'agit, parce que j'aimerais que ce métier se déploie dans toute l'Afrique. Chaque société d'import-export en Afrique a besoin d'un prévisionniste qui va pouvoir anticiper si le café va monter ou va baisser, et qui va pouvoir anticiper si il doit être payé en dollars ou en euros, puisqu'il va être payé dans 3 mois. Donc, le métier de prévisionniste peut faire des économies à des opérateurs en Afrique très importantes. Voilà. Et enfin, je vais finir par dire qu'il est très, très important que l'Afrique, en plongeant comme ça dans ce monde de l'intelligence artificielle et du trading, qu'elle développe des centres de recherche et de développement dans ce domaine. Parce que ce qui fait avancer un pays ou un continent, c'est le nombre de ces centres de recherche et de développement. Tout à fait, bravo. Alors, passons à votre formule magique. Donc, commençons à regarder un petit peu vos prévisions pour l'or. Ben, écoutez, là, comme vous le voyez, là, on a un graphique sur l'or et il n'y a pas de formule dessus, comme vous le voyez. Et dès qu'on va mettre le centre de gravité, tout d'un coup, on va pouvoir extraire l'harmonie du chaos. Là, regardez, par exemple, là, sur le graphique, on a mis le centre de gravité. On voit bien clairement que l'or, aujourd'hui, est résolument tourné vers le haut. Il est en train de pousser fort et on peut prévoir, sans trop de risque de se tromper, que l'or, il se dirige vers $2000. Voilà. $2000 l'once. $2000 l'once, voilà. Donc l'or reste une valeur refuge plus que jamais, si je comprends bien. L'or reste non seulement une valeur refuge, mais l'or est la locomotive de toutes les matières premières. Donc, lorsque l'or se dirige avec force comme ça vers le haut, on peut maintenant commencer à espérer que les autres matières premières vont se retourner. Et d'ailleurs, vous voyez par exemple sur le cacao sans l'indicateur Belkhayat System, on voit on n'a aucune idée. Là, vous voyez là sur ce graphique, on n'a aucune idée sur le cacao. Et puis, dès qu'on met le centre de gravité, tout d'un coup, on voit l'harmonie, on comprend ce qui s'est passé sur le cacao et on voit que le cacao est désormais en train de renverser la tendance baissière du cacao depuis des mois et on peut maintenant être positif sur l'évolution du prix du cacao et le centre de gravité nous le montre de manière flagrante. Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle pour les producteurs ivoiriens, premier producteur de cacao au monde. Alors, maintenant, il y en a une qui risque d'être baissière, c'est le pétrole, non? Le pétrole, oui, effectivement. Le pétrole a connu une très, très forte chute historique, d'accord? Mais lorsque, voyez là, sans le graphique, sans l'indicateur,
on se dit qu'on n'a aucune idée de ce que le pétrole va faire, puisqu'il y a eu une très très forte volatilité. Mais dès qu'on met le centre de gravité, vous voyez que tout de suite, on se rend compte que le pétrole est en train de rebondir, de revenir vers ses niveaux d'avant, mais le centre de gravité nous dit d'attendre avant d'acheter le pétrole. Par contre, lorsqu'on va regarder le café, il était baissier depuis maintenant des mois et des mois, mais avec ce qu'on est en train d'assister, le centre de gravité est en train de nous dire que le café, désormais, va suivre le cacao et l'or. Voilà. Ah ben c'est vraiment une formule magique. Je disais ça en plaisantant, mais là je suis tout à fait convaincue. Merci pour cette magistrale démonstration. Merci, madame. Alors là, on parlait du café et du cacao, et encore merci pour la démonstration, mais il y a quand même un secteur qui est très important, qui est celui de l'énergie, et quand on parle de l'Afrique, de l'énergie renouvelable. Donc comment est-ce qu'on peut actionner les leviers de la connaissance par rapport à tout ça? Comment est-ce qu'on peut mieux exploiter les ressources naturelles de l'Afrique? Écoutez, développer une économie de connaissance et d'intelligence passe par anticiper ce qui peut arriver. Or, aujourd'hui, on est en pleine transition de l'énergie. Et on a la chance, en fait, d'avoir en Afrique, au Mali, le plus grand gisement d'hydrogène naturel au monde. Alors, l'hydrogène naturel, il sert à quoi? Il sert à produire de l'électricité, il sert à produire de l'engrais propre et il sert pour les carburants. Et je pense en particulier à la Russie, qui est leader mondial du gaz naturel. Elle pourrait se rapprocher du Mali et devenir leader mondial de l'énergie propre et renouvelable, puisque l'hydrogène naturel est disponible en Afrique et c'est le seul endroit au monde où on a de l'hydrogène naturel à 99% de pureté, donc exploitable immédiatement. Et ça peut non seulement changer la donne de toute l'énergie en Afrique, mais du monde entier. Et donc, voilà, donc je fais une invitation, comme ça, je profite de mon passage chez vous à Paris pour inviter un partenaire pour le Mali. Voilà. Eh bien, là aussi, j'espère que vous serez entendu. Alors, entrons dans le vif du sujet de cette émission. Et donc, on va essayer, vous allez me donner les réponses à comment actionner les leviers des marchés financiers pour une meilleure exploitation des ressources naturelles de l'Afrique, puisque c'est bien là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'on vend des matières premières, mais on les vend au rabais, et donc l'argent ne rentre pas dans les caisses des États. En 2015, vous avez reçu le trophée de leader de la finance islamique pendant le World Islamic Forum en Malaisie pour des ingénieries financières destinées à l'Afrique que vous aviez mis au point. En quoi consiste-t-elle exactement ? Écoutez, l'ingénierie financière consistait à proposer à l'Afrique de se réapproprier ses ressources naturelles. Alors, je voudrais prendre 1 ou 2 minutes pour vraiment expliquer ce mécanisme parce qu'il peut changer la donne en Afrique. Il y a quelques années, toutes les multinationales qui arrivaient en Afrique, elles proposaient d'investir soi-disant des centaines de millions pour faire de l'exploration. Et sur la base de ce lourd investissement, les multinationales s'accaparaient 80% de toutes les concessions de ressources minières. Ça, c'était la base de c'était l'explication, et disons l'excuse, pour s'accaparer les richesses. Bon, mais aujourd'hui, l'exploration satellitaire annule cette excuse, puisque aujourd'hui, n'importe quel État africain peut demander une exploration satellitaire qui lui coûte $20 000 et cette expertise est bancable. Donc, les pays africains peuvent désormais se réapproprier toutes leurs richesses grâce à l'exploration satellitaire et ensuite ils vont demander aux Canadiens, aux Sud-Africains, aux Américains et aux Australiens de venir exploiter, mais cette fois-ci, ils auront 20% de ce qu'ils vont extraire et 80% sera entre les mains de l'Afrique. Mais voilà, cette exploitation satellitaire, il faut bien que du coup que les pays africains lancent des satellites s'ils veulent en avoir la propriété. Non, vous savez, les meilleurs au monde aujourd'hui de l'exploration satellitaire, ce sont les Russes et les Allemands. Et je ne vous cache pas qu'il pourrait y avoir un partenariat extraordinaire entre les pays africains et ces deux pays
pour pouvoir développer leurs ressources tout en restant propriétaires de leurs ressources. D'accord. Alors là, on a abordé l'aspect géopolitique. Maintenant, ce que vous aviez réussi à faire avec l'or, c'est-à-dire l'émission d'une obligation islamique qui garantit la propriété intégrale de l'or et permet aux investisseurs de le conserver en dehors du système bancaire traditionnel, avec ensuite la possibilité de le négocier sur le Nasdaq à Dubaï ou de demander une livraison physique immédiate, cette formule-là par rapport à l'or, est-ce que c'est duplicable pour d'autres minerais? Ça, c'est la première question. Et est-ce que c'est possible dans un autre système que celui de la finance islamique? Vous me posez vraiment des bonnes questions que j'aime beaucoup. Bon, écoutez, alors, premièrement, je vais parler de cette plateforme. J'ai monté à Dubaï, effectivement, une plateforme qui permet de sortir l'or du système bancaire. Et bien qu'il soit en dehors du système bancaire, on peut l'utiliser en collatéral pour se financer. Et moi, ce que je proposerais à l'Afrique, c'est de pouvoir avoir, pour la première fois de son histoire, une plateforme qui va lui permettre de collatériser son or. Et là, il n'aura plus jamais besoin de vendre son or. Aujourd'hui, l'Afrique, elle vend son or et il n'y a pratiquement aucun pays africain qui a un stock d'or conséquent. Oui, elle vend son or comme de la matière première, ce qui est absolument incroyable, puisque c'est une réserve, normalement, l'or. Voilà, exactement. Donc, moi, ce que je pense, par exemple, à la Russie ou à la Chine, qui peuvent s'asseoir avec les pays africains pour implémenter cette plateforme, et je vais vous dire pourquoi ça va fonctionner. Parce que lorsque vous mettez de l'or dans un endroit qui est détenu par une entité qui est crédible, par exemple dans cette plateforme que moi j'ai mise en place à Dubaï, on peut très bien changer les opérateurs. Par exemple, la société, la banque qui est paying agent, au lieu que ce soit Citibank, ça peut être Sberbank de Russie. Au lieu que ce soit Brinks, le logistique qui s'occupe de stocker l'or en Afrique, ça peut être la société de logistique russe, par exemple. Et là, les Africains vont déposer leur or dans cette plateforme et bénéficier d'un crédit, soit par les Russes, soit par les Chinois. Et ce crédit, il va leur coûter que 2%, alors que l'or, il progresse depuis 20 ans de plus de 10%. Donc, il est absurde de vendre son or alors qu'on peut en rester propriétaire. Et au bout de 5 ans, 6 ans, on aura remboursé notre crédit et on se retrouvait toujours propriétaire de l'or. Voilà l'ingénierie que moi je propose de mettre en place en Afrique, qui peut également, bien sûr, fonctionner sur d'autres matières premières que l'or. D'accord, on va y venir, mais juste, j'espère que le message va être entendu de la part des grands argentiers africains et j'invite tous les patrons de banques centrales à se mettre en relation avec vous. Alors justement, vous le disiez, passons maintenant au trading, qui c'est un peu votre spécialité aussi, au trading du blé, du café et du cacao. Comment faire pour que les retombées financières profitent davantage aux producteurs et aux États africains plutôt qu'aux traders, dont vous faites partie, et aux sociétés financières qui, au final, sont les vrais gagnants du commerce avec l'Afrique en ce moment, n'est-ce pas? Alors là, c'est une question, disons, très pointue. Et je vais donner mon avis personnel en tant qu'opérateur depuis 30 ans sur les matières premières. Je recommande à l'Afrique de ne pas trop se focaliser sur le business physique. Parce que ce soit en Afrique ou ailleurs, les vrais gagnants, ce sont ceux qui interviennent sur les marchés, des marchés à terme. Le physique ne représente que 1% de la richesse de ce qui se passe sur les marchés à terme. Donc, il faut absolument que l'Afrique se concentre pour être présente de manière concrète sur les interventions de trading sur les matières premières à terme. Pour le moment, on se concentre sur le physique. Mais sur le physique, vous voyez, si vous vendez pour X, vous allez vous retrouver avec simplement 6 millions alors que votre marchandise, elle a été vendue à 10 millions ou 100 millions. Donc, moi, je recommande, en conclusion, que l'Afrique se spécialise. Il faut lancer la première agence africaine de couverture sur les marchés à terme. Ça n'existe pas. Et ça devrait exister. Parce que il y a des sociétés
aux États-Unis et en Angleterre qui gagnent 100 fois ce qu'un producteur de café ou de blé gagne sans avoir à toucher un grain de café ou de cacao. Absolument, absolument. Et c'est bien là où est le scandale, d'ailleurs. Donc, en fait, souvent on pense qu'on est victime, mais on est coupable. Il faut le savoir, ça. Mais c'est vrai, il faut qu'on arrête de dire qu'on est victime de quelque chose et on doit se constituer une équipe de choc. On doit avoir des centres de recherche et de développement d'intelligence artificielle appliqués au café en Abidjan et au cacao, etc. Il est là l'avenir. D'accord. Mais Monsieur Belrayad, si je peux me permettre, il y a quand même un sujet qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est celui de la corruption. Et qu'en est-il dans ce genre de transactions? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Alors, écoutez, je vais essayer de répondre de manière mathématique, si vous me permettez. Vous voyez, dans la corruption, elle va exister sur un marché physique. C'est-à-dire un business où ça va représenter, par exemple, allez, on va dire 100 millions de dollars ou 200 millions de dollars. Mais dans le monde des marchés à terme, il y a plus de 100 milliards ici. Donc, la corruption, elle devient totalement négligeable dans la réalité de ce qui se passe sur un marché à terme. Et donc, je tiens absolument à souligner ça parce que souvent, je vois des Africains qui vont sur des fausses pistes. Ils parlent c'est pas ça la bonne piste, je pense. La vraie piste, c'est de se dire pourquoi nous, Africains, producteurs de matières premières, on n'est pas souverains sur les marchés à terme de ces produits-là. Elle est là la vraie question. Et alors, et la réponse à cette question, pourquoi? Tout simplement parce que la formation, il n'y a pas de formation. C'est ce que vous disiez au départ, oui. Voilà. Il y a un manque en Afrique de formation professionnelle sur le trading, sur la couverture des marchés à terme. Lorsque on va enseigner dans toutes les écoles l'analyse technique et graphique, lorsqu'on va enseigner, vous savez, je vais vous dire quelque chose. La Corée du Sud, il y a 30 ans, elle avait le PIB du Cameroun. Aujourd'hui, elle est 11e mondiale. D'accord? Et PIB de l'Espagne. Bon. Mais qu'est-ce qui a fait que la Corée a explosé? Mais tout simplement, elle a misé sur l'intelligence artificielle. Tout à fait. Mais alors, la question que je me posais, c'est qu'avec toute sa résilience et toute son ingéniosité, pourquoi est-ce que l'Afrique n'a pas encore été capable de faire ce saut? Là, vous venez exactement de répondre à ma question. Elle n'a pas pu faire ce saut parce qu'il y a un manque d'éducation. Partout. On peut pas. La vraie richesse que l'Afrique doit rechercher absolument, c'est de développer le génie de sa jeunesse. Qu'on arrête de se focaliser sur la matière première en Afrique. Parce que, regardez, l'Afrique, tout le PIB africain, c'est 2,5 trillions de dollars. Ça représente 2 entreprises américaines. Il faut que les gens réalisent qu'on est très, très, très loin aujourd'hui devant ce qui se passe. Qu'on arrête de penser que la richesse africaine, c'est dans le sous-sol. La richesse africaine, elle est dans le cerveau de la jeunesse. Dans la tête des gens, bien sûr. Mais quand même, là aussi, on ne peut pas faire l'impasse. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a ce secteur informel absolument gigantesque, 60%, 70% des économies africaines en moyenne, qui fait qu'il y a aussi un frein par rapport à tout ça? Écoutez, je vais vous dire que le secteur informel est vraiment, au contraire, source de richesse. Et il a permis à beaucoup de femmes pendant le Covid en Afrique et au Maroc de pouvoir survivre. En réalité, dans le côté informel, il y a des entrepreneurs qui se forment. Et donc, moi, je pense que le côté informel est un plus. Ça, c'est indiscutable. Mais avant même de finir de parler de ça, j'aimerais toujours montrer qu'il y a des fausses pistes. La piste de l'informel, elle n'est pas vraiment la bonne piste. Moi, je pense qu'on devrait se focaliser sur chercher comment déployer l'enseignement en Afrique. Parce que c'est ça la clé. Moi, je tiens absolument à ça parce que je vois ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés financiers.
Google représente 10 milliards. Grâce à quoi? Grâce à l'intelligence artificielle. Amazon représente des milliards grâce à l'intelligence artificielle. Donc, l'Afrique ne peut pas passer à côté de ce qui peut représenter définitivement l'avenir de l'Afrique. Voilà. Donc Bien ça, sûr. voilà. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que les jeunes Africains qui ont justement fait le saut dans cette économie digitale avec leur téléphone portable, est-ce que pour l'intelligence artificielle, armés de leur seul téléphone portable, ça suffira ou il en faut un peu plus? Écoutez, je pense que dans un premier temps, ce qu'il faudrait faire, c'est équiper toutes les universités publiques et privées en Afrique d'un petit centre, une salle de marché par exemple. Ça ne demande pas des infrastructures lourdes, ça ne demande pas grand-chose. Mais si ces universités ont un centre de trading et un laboratoire de recherche, elles vont pouvoir être connectées, elles vont pouvoir utiliser les intelligences artificielles qu'on peut utiliser aujourd'hui à distance de Google, de Amazon. Vous savez, en France, et très peu de gens le savent, mais le CNRSS en France, il donne accès gratuitement aux plus grands calculateurs au monde. Mais comment on peut passer à côté de ça? Donc, moi, je pense que c'est vrai que certains n'ont que les téléphones, mais la clé passe par créer des petites structures dans toutes les universités, dans toutes les grandes écoles, qu'elles soient connectées et partager le savoir-faire dans le domaine de l'intelligence artificielle, appliquée à la fois au trading, mais aussi au marketing et à la médecine, etc. Voilà. Eh bien, espérons, Monsieur Belrayat, que vous serez entendu. Et sur ces bonnes paroles, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission et de toutes vos explications. Merci à beaucoup de femmes pendant le Covid en Afrique et au Maroc de pouvoir survivre. En réalité, dans le côté informel, il y a des entrepreneurs qui se forment. Et donc, moi, je pense que le côté informel est un plus. Ça, c'est indiscutable. Mais avant même de finir de parler de ça, j'aimerais toujours montrer qu'il y a des fausses pistes. La piste de l'informel, elle n'est pas vraiment la bonne piste. Moi, je pense qu'on devrait se focaliser sur chercher comment déployer l'enseignement en Afrique. Parce que c'est ça la clé. Moi, je tiens absolument à ça parce que je vois ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés financiers. Google représente 10 milliards. Grâce à quoi? Grâce à l'intelligence artificielle. Amazon représente des milliards grâce à l'intelligence artificielle. Donc, l'Afrique ne peut pas passer à côté de ce qui peut représenter définitivement l'avenir de l'Afrique. Voilà. Donc bien ça, voilà. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que les jeunes Africains qui ont justement fait le saut dans cette économie digitale avec leur téléphone portable, est-ce que pour l'intelligence artificielle, armés de leur seul téléphone portable, ça suffira ou il en faut un peu plus? Écoutez, je pense que dans un premier temps, ce qu'il faudrait faire, c'est équiper toutes les universités publiques et privées en Afrique d'un petit centre, une salle de marché par exemple. Ça ne demande pas des infrastructures lourdes, ça ne demande pas grand-chose. Mais si ces universités ont un centre de trading et un laboratoire de recherche, elles vont pouvoir être connectées, elles vont pouvoir utiliser les intelligences artificielles qu'on peut utiliser aujourd'hui à distance de Google, de Amazon. Vous savez, en France, et très peu de gens le savent, mais le CNRSS en France, il donne accès gratuitement aux plus grands calculateurs au monde. Mais comment on peut passer à côté de ça? Donc, moi, je pense que c'est vrai que certains n'ont que les téléphones, mais la clé passe par créer des petites structures dans toutes les universités, dans toutes les grandes écoles, qu'elles soient connectées et partager le savoir-faire dans le domaine de l'intelligence artificielle, appliquée à la fois au trading, mais aussi au marketing et à la médecine, etc. Voilà. Eh bien, espérons, Monsieur Belrayat, que vous serez entendu. Et sur ces bonnes paroles, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission et de toutes vos explications. Merci.